Bonjour à toutes les perchées et à tous les perchés. Nous sommes encore en théorie en vacances, mais nous avons quand même décidé de reprendre du service puisqu'on va vous parler du film que vous avez probablement toutes et tous vu dans vos stations balnéaires ou dans vos grandes villes où vous passez vos vacances, puisqu'il s'agit de Spider-Man Brand New Day, le dernier film dans le MCU. Je suis avec Valentin, Laurent et Rita. Elisabeth, elle est vraiment en vacances et je sais qu'elle regrette fort de ne pas pouvoir participer à cette émission. C'est un tout nouveau jour pour Peter Parker dans un monde qui ne se souvient plus de lui. Il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité, mais le sentiment d'avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu'il n'est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c'est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s'opposer à un adversaire terrifiant capable d'agir sans jamais être repéré et prêt à s'attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l'a pas oublié. Alors, c'est le premier film Spider-Man depuis No Way Home, donc depuis à peu près 5 ans. C'est le 4e film avec Tom Holland. C'est d'ores et déjà le plus gros succès de l'année et de tous les Spider-Man confondus, qui est presque en passe de battre les plus gros succès de Marvel. Rita, qu'as-tu pensé de ce Brand New Day ? Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il s'évertue à donner des titres à cette saga qui font qu'on ne comprend pas de quel film on parle et de quel numéro. Oui, Day, Homecoming, Far From Home, mais là c'est Day, donc c'est plus vraiment Home. Ok, j'avoue. Il y avait Home dans les 3 premiers et j'imagine qu'ils vont faire une nouvelle trilogie avec Day. Ah, s'ils continuent à faire Spider-Man. One Last Day, ils vont continuer à faire Spider-Man parce que... Non, lui, Tom Holland. Écoute, moi je continue à être charmée par à peu près les mêmes choses. Et Tom Holland et Zendaya à l'écran parce qu'ils continuent à avoir de l'alchimie, j'ai envie de dire encore heureux, par... un début de mise en scène, moi j'ai passé vraiment les 20 premières minutes à me dire ah ok, ils ont tenté des choses, c'est intéressant, et après sur le reste ça s'effondre mais avec de manière prévisible comme tous les films Marvel de ces 5 voire 10 dernières années, et je suis trop frustrée parce que là ça fait peut-être, j'en ai sauté 2 alors que Marvel en 2014 quand j'avais 14 ans, c'est ça qui m'a fait aimer le cinéma de base, donc il y a quand même un truc assez paradoxal à ce que maintenant je m'en fous que ces films sortent, et Spider-Man m'attire quand même parce que ce casting choupiné, parce que pourquoi pas, et c'est peut-être la dernière chance, et ils retombent dans le même truc au bout d'un moment où ils font pas confiance à ce personnage pour gérer un film tout seul, ils sont obligés de ramener des caméos à droite à gauche, de relancer une nouvelle franchise par ce biais-là. Attention, spoiler alert, X-Men, mais je pense qu'il y a prescription. On parlera de ça, je pense, au fur et à mesure des tours de table de cette nouvelle franchise dont tu viens de citer le nom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas confiance. De quel personnage il s'agit par ailleurs. Oui, voilà, mais en vérité, je m'en fiche. En fait, c'est que dès qu'on retombe là-dedans et que dès qu'on n'est plus dans Spider-Man, dans son quotidien, avec New York, qui est trop bien filmé au début, même si c'est évidemment pas New York, c'est tout sauf New York, c'est l'Angleterre, un peu le Canada et je sais plus où autre. Dès qu'on n'est plus là-dedans, je m'en fiche de ce qui lui arrive. Et ce qui est quand même bien dommage, parce que quand au début on est à New York et qu'on a quand même ce personnage qui doit retrouver ses amis et lui reconvaincre d'être ses amis, et en plus qu'il est jeune adulte, un brin incel d'une certaine manière, et qu'il a genre 27 ans, un truc comme ça dans le film. Ou 25, je pense. Ah non, moins, parce que c'est vrai, ils finissent le MIT, donc... Oui. Ouais, 22, 23, mais en tout cas, c'est plus un lycéen, et c'est rare de voir Spider-Man pas lycéen à l'écran, donc ça m'intéressait trop. J'avais envie de voir comment ils allaient démêler... Ça ne change rien à sa vie, concrètement, de pas être lycéen. Il a moins de relations sociales. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Non, mais le côté solitude de ce personnage, où là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus Tony Stark, il n'y a plus sa tante, il n'y a plus son oncle, évidemment. Il n'y a plus ses amis, il n'y a plus sa meuf. Il n'y a personne. Moi, j'étais intéressée par un personnage qui, au fur et à mesure, tout seul et sans aide, laisse les hormones prendre le contrôle, ce qui est un thème vachement adolescent quand même, j'en ai conscience. Mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà, je trouve qu'ils ont oublié ça au bout de 30 minutes pour nous laisser 2 heures de film gloubi-goulba, où même les VFX deviennent de pire en pire à mesure que le film avance, alors qu'au début il y a un truc très jeu vidéo que je trouve vachement intéressant. Le film doit énormément à la série des jeux vidéo Spider-Man en termes de design, même des séquences de balancement dans la ville. Clairement, le film s'inscrit là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, en miroir de ce que représente la franchise aujourd'hui dans l'imaginaire collectif de la pop culture, c'est vraiment ces jeux vidéo-là ont énormément pris le dessus, je trouve, sur les films en termes de la représentation de Spider-Man. Et que le film s'inscrive là-dedans est aussi à la fois
une forme d'hommage et un peu un aveu de faiblesse de pas pouvoir en fait proposer autre chose que des clins d'œil aux jeux vidéo. Et pour finir ce premier petit tour de table, moi je trouve que c'est assez on le voit bien, c'est assez symptomatique dans la représentation de la main, qui est donc les méchants ninjas, qui en fait quand ils sont présentés sont hyper menaçants, ils sont incroyables, et vu qu'ils sont 5 parce que les 5 doigts d'une main finalement, c'est trop fun, et qu'en fait il y a un moment dans une des séquences, ils passent de 5 à 25. Ouais. Et on sait pas comment, et sur le moment j'étais là, c'est trop dommage parce que non, j'ai pas 25. Alors je suis réelle et j'ai pas 25 doigts, même avec mes doigts et mes mains et mes pieds, donc c'est chiant. Et ça s'appelle pas 2 mains 2 pieds, a priori ça s'appelle la main, et c'est hyper chiant parce que ce truc, en fait à partir de là, même avant j'avais décroché, mais à partir de là j'étais là, bon ils s'en foutent complètement, alors que c'est dommage. Voilà. Et donc premier avis comme ça. Ouais, donc pour donner la parole à Laurent, mais en fait pour aussi vous dire d'où on fait cet épisode, parce que de fait on avait prévu de faire plusieurs épisodes d'été, et Spider-Man n'était pas forcément sur la liste, et tu l'as suggéré Rita pour qu'on en parle, mais c'est aussi le fait que le film est arrivé auréolé d'une réputation qui est ah là là, enfin un bon film Spider-Man. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Moi, c'est surtout le carton incroyable que ça fait. Le carton, on va dire commercial, il est venu après. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu quand même les premières réactions des gens, et qui n'étaient pas des réactions fakées, tu vois. C'était pas des trucs que t'as, comme pour l'Odyssée, où les mecs ont dit ah ça doit être ça, ça devait être ça de voir Laurence d'Arabie à l'époque, enfin des trucs à la con comme ça. Pause, j'ai vu Laurence d'Arabie hier, jamais plus j'entends cette comparaison, vraiment. Et de fait. Et de fait, il y avait un espèce de, moi ça m'a interloqué, tu vois, de me dire mais attends, mais quoi, un nouveau film Spider-Man MCU, d'où c'est bien, tu vois, c'est le mec qui a fait Shang-Chi, qui est un film sympathique sans plus, mais d'où est-ce que on dit c'est le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 2, enfin il y avait une espèce de surenchère de réaction. Enfin, ils disaient déjà ça à l'époque du dernier de No Way Home. Non mais tu vois, mais moi ça qui était déjà un truc énorme, parce que il y avait les multivers, tout le monde est devenu fou avec ça. Oui, mais là ça venait de gens auxquels je fais plutôt confiance parfois sur la vie. C'est pas des Faut pas avoir confiance aux gens, c'est des cons. Godard est d'un coup arrivé. J'allais dire, cette année au CinemaCon, qui est un peu un congrès des exploitants à Las Vegas, qui a lieu chaque année, avec où ils montrent en fait les films, les distributeurs et les studios surtout montrent les films qui vont faire le plus d'entrées généralement à des exploitants de salles pour leur dire prenez nos films dans vos salles. Bref, quand ils ont montré des images de Spider-Man, et même je crois qu'ils ont montré un grand extrait, ils ont réalisé, et c'était pas que Spider-Man, c'était aussi pour le prochain Avengers, que Marvel, et c'est la première fois que ça arrive parce que on n'est pas au Comic-Con, hein, CinemaCon c'est vraiment genre, il y a même pas de comparaison. C'est business. Ouais, c'est un salon comme à Porte de Versailles. Et en fait, Marvel a ramené dans la salle, et du coup Disney a ramené dans la salle des influenceurs fans de Marvel, mais un peu en tsum-tsum pour que un peu la claque. Ils applaudissent, pour applaudir à la fin. Et il y a beaucoup de gens qui étaient assez offusqués de ça, parce qu'en fait c'est un des seuls endroits, une des seules poches de l'industrie américaine, en tout cas du cinéma, qui est très très, c'est soit de la critique mais hyper pro et très donc réfractaire souvent à ce genre de cinéma, soit des exploitants de salles qui sont contents qu'il y ait du grand spectacle, mais quand le chef de UGC ou de Pathé te dit Spider-Man va être génial, tu sais pourquoi il te le dit. Bien sûr. Mais donc là, c'était assez. Il y a aussi ce revers critique-là qui a fait que le film est arrivé boosté entre ça et bon, les recettes. Moi, je comprends pas que tout le monde soit surpris. On l'a dit la dernière fois, Spider-Man, c'est à part. Alors, les proportions que ça prend. J'entends, Spider-Man, c'est à part. Et on est 2 semaines après l'Odyssée, dans lequel il y a 3 des acteurs qui sont dans Spider-Man. Oui, c'est vrai. Donc John Bertal, je relançais Laurent là-dessus. Tom Holland et Zendaya. Et Tom Holland et Zendaya se sont mariés, et vous blaguez quand je l'ai dit à la dernière émission de l'année officielle, mais je vous jure que ça a un vrai impact. Et pareil, ils se marient ce week-end pour de vrai, du coup. Genre à Londres, voilà. Et ben bravo à eux. J'ai cru comprendre que c'était déjà fait, moi, mais bon. Le civil, si tu veux. Ok. Là, ça va être la fête All Stars avec Jeff Bezos. Donc. Je sais rien, je dis des merdes. La question, en fait, il y a quand même ce film réunit non seulement Spider-Man, mais également Punisher, qui est donc de la série des Daredevil, également Hulk, de la série des autres films Marvel, et également donc il introduit Jean Grey des X-Men. Donc c'est une vraie question aussi que je me suis posée en voyant le film et avant de le voir, en me disant mais en fait c'est pas vraiment un film Spider-Man, c'est-à-dire que ça devient de nouveau un film où il y a de la figuration de la part de globalement tous les voisins qui viennent passer une tête pour préparer le film d'après. Moi je t'avoue que je sais
plus vraiment ce qu'ils font maintenant. C'est-à-dire que j'ai un peu décroché. Enfin, j'ai jamais été méga fan de Marvel. Il y a Florence Pugh aussi dans les. Il y a Florence Pugh. J'ai un peu décroché moi de pas mal d'univers Marvel après le dernier Avengers parce que ça marquait la fin d'un truc. J'en avais vu pas mal avant. Et après, depuis les Shang-Chi, les Eternals, les machins, tout ça, j'ai un peu zappé. Et je débarque un peu sur ce film-là parce que c'est vrai que Spider-Man, en effet, c'est une franchise qui tient encore beaucoup de. Enfin, qui est un peu à part et qui est quand même très très forte et du coup j'ai un peu plus d'attrait, de sympathie pour ce truc-là parce que à la base je trouve Tom Holland super dans le rôle et qu'il y a le côté teen movie et Spider-Man. Je trouve que ce qu'ils font au début du film est intéressant. Je suis assez raccord avec la vie de Rita globalement où en fait au début c'est intéressant parce qu'il est vraiment seul, il parle d'un truc assez dark qui est assez nouveau et assez cool et puis en fait au bout d'un moment j'ai plus rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. En fait ça m'intéresse plus du tout, c'est-à-dire qu'en dehors de quelques moments on le voit se balader dans New York parce qu'il y a quand même un peu une gourmandise, un plaisir de montrer New York où les gens où ils se baladent comme ça sur ces fils et c'est assez cool et en dehors du fait que c'est Marvel, ils ont beaucoup d'argent. Il y a je pense, une génération d'acteurs qui ont existé à cause de ça, en fait, grâce à ça. Et donc, il y a quand même un casting de FDP, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est super fort. C'est-à-dire que John Bernthal, qui fait Punisher, moi, j'adore John Bernthal et je le trouve très bien là-dedans. T'as pas l'air d'accord, Rita? Moi, j'adore John Bernthal et j'adore le Punisher. Et dans la série Daredevil, c'était un truc qui m'a vraiment... J'ai trouvé ça prodigieux. Là, ils font John Bernthal en mode oui, mimi. Et c'est n'importe quoi. Oui, non, mais parce qu'il reste 5 minutes et que, enfin, en vrai, c'est un second rôle complet. Et c'est le principe, après, c'est le principe aussi de la manière dont marchent les comic books. C'est-à-dire que tu fais intervenir des personnages de séries en tout cas avoisinantes et en fait ils vont avoir une caractérisation particulière par numéro, donc ça rejoint aussi cet esprit-là, mais en effet je trouve que ça marche pas du tout avec le fait de nous avoir installé, et moi ça m'a saoulé quand il est arrivé parce que je me suis dit ah merde, ils vont encore réunir tous les trucs et ça va être encore une espèce de truc où il va falloir voir les séries avant. Florence Pugh c'est une pure actrice, on la voit quelques minutes, elle est géniale dedans. C'est un accent à couper au couteau quoi. Moi ça me fait rire, tu vois. Moi je trouve ça drôle. Mais Sadie Sink, elle s'appelle. Elle est bien dedans. Enfin, pardon, mais bon, son rôle est claqué, mais elle est bien. Et tu vois, genre ils viennent chercher des vrais acteurs. Il y a vraiment une incarnation qui fonctionne et tout. C'est pas mal. Mais après, derrière, en fait, tu sens qu'ils s'en branlent complètement et c'est pénible. C'est-à-dire qu'en effet, ils te collent différents acteurs pour te faire des scènes pseudo-iconiques, bidons. Genre, oh là là, c'est Bruce Banner avec Peter Parker. Regardez, genre, pour tous les neckbeards badants qui aiment bien les comics, machin, qui sont en train de kiffer ça. Moi, franchement, je comprends pas l'intérêt. Et derrière, en fait, l'univers, tu sais, moi j'ai aucun problème à insulter les gens qui adorent ça, mais et donc le truc derrière, c'est que l'univers en fait est même pas respecté, c'est-à-dire qu'il y a des moments en fait ça n'a plus aucun sens. Vraiment, on comprend même pas en fait ce qui se passe. Il y a des gens qui font des trucs qui veulent rien dire, on oublie des machins. Enfin, c'est flingax quoi. C'est vraiment genre en dehors de tout respect au matériau original et du comics, tu vois, de base, je ne comprends pas l'intérêt qu'on puisse avoir ce truc-là. C'est-à-dire que l'univers est bidon, il y a des trucs qui tiennent pas, il y a des moments où en fait limite on s'emmerde, il y a des trucs, enfin c'est péniblement sans intérêt. Parce que tu sens qu'en fait je pense qu'en effet maintenant ils ne réfléchissent que, mais ça fait déjà un petit moment, mais c'est Kevin Feige qui produit ce truc là, et il ne réfléchit que en termes d'univers étendu et de franchise, et que du coup ils partent du principe que on va toujours rajouter plus de trucs et c'est ça qui va intéresser les gens, alors qu'en fait il faut faire des films avant, tu vois. Mais d'ailleurs genre c'est cool de rajouter des trucs, mais faites des trucs intéressants d'abord et après rajouter d'autres héros, mais là c'est chiant de ouf. La réaction de Kevin Feige est assez, je trouve, parlante à ce titre, c'est qu'il a dit voilà ce qui, en réagissant aux excellents chiffres qu'a fait le film là, au box-office américain et mondial, tous les records qu'il bat, la réaction de Kevin Feige, ça a été de dire voilà ce qui se passe quand un univers étendu fonctionne. En fait, c'est ça son truc. C'est-à-dire qu'il a dit voilà ce qui se passe quand on a fait un bon film. Non, mais alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'inverse de ça. Je pense que le film a une... Alors, j'explique pas pourquoi est-ce qu'il marche aussi bien, parce que je pense quand même que le bûche à oreille devrait être plus mauvais, mais la hype autour de... évidemment la franchise Spider-Man et la hype autour de Zendaya, Tom Holland, qui fait que les gens vont aller le voir. Après, je sais pas comment est le bouche à oreille. Le truc, c'est qu'il se maintient très bien. C'est ça qui me surprend. Ça c'est plus surprenant. Les gens ont aimé après. Mais parce que la réaction et moi je comprends comment on peut est aimer. Positive.
pour le coup, je vois, en fait, moi, la première demi-heure, je me suis vraiment fait et je vais te laisser parler, Valentin. Je voulais juste dire, si vous allez commenter, est-ce que vous avez lu les comics, c'est à Laurent que vous adressez vos messages. Personne d'autre. Parce que. Moi, j'ai jamais lu les comics et j'en ai rien à foutre, mais t'as une demi-heure correcte sur 2h40 de film, fait chier quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux comprendre entre ça et voir le Punisher et Hulk se foutre sur la gueule si t'es fan de ça, et ce qui était mon cas il y a 10 ans et ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec toi, Laurent. Je dis que je comprends le kiff qu'il peut y avoir derrière. Cela étant, moi, j'ai déjà oublié le film, malheureusement. Non, puis de toute façon, pour faire des chiffres comme ça, il faut convoquer des communautés différentes. C'est-à-dire, de fait, t'as des gens qui sont un peu cinéphiles, t'as des enfants, t'as beaucoup d'enfants, et c'est ça aussi la force de Spider-Man. Et t'as des gens qui suivent le truc, l'univers étendu, les gens qu'on chie Laurent. Et effectivement, moi, j'ai pas lu les comics non plus, mais je tiens à préciser que c'est pas grave puisqu'on parle d'un film. Donc c'est pas une catastrophe. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, Rita, sur le côté de moi, la promesse des premières minutes, je l'aime bien. C'est-à-dire, tant en termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'un des premiers plans là où il est assis à l'envers, en gros au-dessus du vide et qu'on se rend pas compte tout de suite, enfin on s'en rend compte tout de suite, mais le plan, je l'ai trouvé marrant. Je me dis ok, bon bah s'il joue justement sur vraiment une spatialité hyper jeu vidéo, hyper renversée, je vais trouver ça drôle, genre ça va me plaire quoi. Et notamment quand il y a le méchant, enfin quand tu sais pas trop ce qui se passe et qu'il y a les corps qui sont pris. Oui. Petit à petit possédés, c'est trop beau visuellement. Genre, je trouvais ça vraiment fun. La meilleure idée de mise en scène du film, c'est la manière dont la méchante, on va dire, passe de corps en corps. Ouais, et ça, ce qui rappelle un peu le dernier film, pas mal de Marvel, genre Thunderbolts, il y avait aussi un peu ce truc-là. Mais en vrai, au début, je suis d'accord avec toi, il y avait des trucs trop fun. Ouais, et ça, sur la mise en scène, je me suis dit, c'est bien. Et sur la partie, sur l'écriture du personnage, moi, on m'avait dit, c'est un Spider-Man plus sombre, c'est un peu un personnage qui va devoir. C'est là où je trouve qu'il y a quand même une grosse déception, c'est qu'en effet, on te pose le diagnostic, tout le film parle de la dépression. C'est-à-dire que si tu dis c'est les hormones, effectivement, il est rattrapé par un mal-être, par une face sombre de lui-même, etc. Mais en fait, je trouve qu'à la fin, le film résout pas du tout ces enjeux-là, voire même décide de s'en battre complètement les couilles. Et du coup, je trouve ça quand même un peu dommage parce que j'aurais bien aimé vraiment voir une résolution plus concrète et plus et mieux écrite en fait. Et tu marques, je trouve un truc qui est assez évident, c'est que le film est vraiment mal écrit, mal construit. Oui. C'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double fin bidon, il y a des trucs, oui. ça marche pas. Quoi. Alors, ça, c'est mon autre truc, c'est qu'effectivement, je trouve que ça renvoie à la structure du film où c'est devenu super rare de voir dans des films de licence des structures simples. C'est-à-dire le côté de vouloir embriquer 8 arcs différents avec le côté de tu vas amener Hulk sur 1 heure environ quand tu sais que la tension va être retombée un moment au bout d'1 heure, 1 heure et quart. En fait, moi, je me suis dit, selon le schéma classique d'un film d'action où tu places tes scènes d'action, bah là, il y a vraiment une logique de où tu places l'apparition de certains personnages pour relancer la tension, pour relancer le truc. Et du coup, moi, en fait, j'aurais bien aimé que le film soit plus épuré. C'est-à-dire que cette histoire du mec qui est en dépression, qui va essayer d'amener sa meuf à l'embrasser de manière sincère. Moi, j'attendais ça, en fait. Je me suis dit, puisque le sort est censé être levé une fois qu'elle l'embrasse de manière sincère. Moi, je voulais me dire, bah, le truc, il est écrit. C'est juste en mode, tu dois la convaincre de tomber amoureuse de toi. Enfin, je me suis dit, c'est la princesse et la grenouille. Mais oui, moi, je voulais voir ça, en fait. Et bah, je l'ai pas eu. Donc, il y a quelques scènes un peu marrantes. Non, la fin, je suis désolé, mais la fin, c'est pas exactement ça. Mais je trouve qu'ils s'en foutent à la fois pour le personnage de Zendaya et pour le personnage de Ned, du coup, j'ai pas MJ et Ned, disons. Et je trouve que c'est dommage parce que moi je voulais voir ça. Et en fait, à la place, on me sert effectivement un film d'action avec un univers étendu. Moi, The Punisher m'a fait marrer parce qu'il est convoqué vraiment pour des trucs hyper gimmickesques et ça me fait rire, mais je comprends qu'on soit plus ou moins contre. Mais du coup, je trouve que le film peut être trop long et un peu fatigant pour pas grand chose en fait. Du coup, j'ai moins détesté que No Way Home qui était vraiment un pur fan service qui m'avait saoulé. Genre, tu vois, moi je trouve que No Way Home est plus regardable, plus cool, tu vois, plus marrant, il y a un peu plus de fun quoi. Plus fun, ouais. Mais moi du coup, je pense qu'il y a une promesse au départ là que j'ai acheté et que du coup pendant une bonne partie du film, je me suis dit ok, ça se tient. Et après, ils ont essayé de le résoudre avec toujours aussi ces personnages de méchants, de un peu dev perso, de lutte contre tes névroses et puis tout va bien se passer. En fait, ces méchants-là, j'en ai un peu marre parce que le héros qui vient convaincre le méchant de changer de virer sa cutie, j'en ai un peu marre. En fait. Après, je t'avoue que moi, je suis dans Spider-Man pour le teen movie, c'est-à-dire que ce qui est le côté un peu gentillet et en effet avec les méchants. T'as plein de manières de faire des teen movies. Encore une fois, je me souviens du bouffon vert et du personnage James Franco qui est hyper violent au début. Et tout. Le côté teen movie est complètement accessoire là-dedans. Enfin, dans les premiers, en tout cas, ceux de Sam Raimi, c'est vraiment. C'est quand même son pote, c'est comme une tragédie et tout. Enfin. Le premier est pas du tout accessoire. C'est un vrai teen movie le premier. Enfin, c'est littéralement. Ouais. Je trouve que c'est en vrai. Encore une fois, je pense que c'est ça. Je pense qu'il croit pas à la promesse en fait. C'est ça que je trouve un peu triste, c'est que c'est un film qui est trop que je trouve trop ironique sur son sujet. Et du coup, c'est dommage.
Et ça rejoint tout le symptôme de Marvel de ces 10 dernières années où en fait, même quand c'est plutôt fun, t'as une première demi-heure où tu dis oh my god, ils sont de retour sur des rails où en fait ils veulent tenter de faire quelque chose qui n'est pas juste une brique dans le grand plan du cerveau bizarre de Kevin Feige. Et très vite, il y a quelque chose, il y a un nouveau personnage qui arrive ou un enjeu ou quelque chose. Et c'est très bien résumé par effectivement le personnage donc, de Black Widow qui maintenant est joué par Florence Pugh, même si on ne saurait retrouver un jour Scarlett Johansson qui je pense à un moment reviendra payer la fac de ses gosses. Non, je crois qu'elle a dit que, enfin, elle était en bisbille à un moment avec eux en termes de procès parce qu'il lui devait de l'argent. Black Widow, machin, cinéma, tout ça. Donc généralement Pugh, Hollywood ça pardonne pas trop ça. Surtout Scarlett Johansson. Florence Pugh qui donc dans l'une des deux salles où elle apparaît, elle dit là tu me déranges pour des conneries alors que moi mes affaires c'est des grandes affaires de grandes personnes, big potato. Je me demande comment c'est traduit d'ailleurs en VF. Et en fait c'est exactement ça, c'est que une fois qu'elle a dit ça, et d'ailleurs c'est à partir de là que pour moi c'est vraiment cette scène là qui fait que le film vrille. À partir du moment où elle a dit ça, tu dis ok, et ben ouais, donc le film qu'on est en train de voir il sert à rien, c'est Small Potato, donc on est en train de nous dire attendez Avengers. Et moi j'en ai rien à foutre d'Avengers parce que ça se passe dans l'espace, et une fois que c'est dans l'espace je m'en fiche. Là Spider-Man c'est dans New York, même si c'est pas New York pour de vrai, c'est bien fait, et là c'est fun, et quand il se balade dans la ville et qu'il va à la bodega, et que par ailleurs je sais pas si vous avez vu, il y a sa marque de bière sans alcool dans la bodega quand il passe devant. Ça me déprime. Mais après de tous les placements de produits c'est le plus drôle parce qu'il y en a qui sont quand même scandaleux hein. Sur Samsung c'est pas possible. Le BMW au bout de 5 minutes là Samsung où il ouvre son téléphone et après derrière il y a le logo Samsung, c'est le seul qui est en surimpression fluo dans la ville. Non, bref, on s'en fout. Mais il y a des choses savoureuses dans la première demi-heure et vraiment j'étais en mode yes, Spider-Man, trop fun, film de l'été, et après ça m'a cassé les couilles. En parlant de ce que tu as dit, ça se passe dans New York, il y a un truc très concret. Enfin, je rejoins globalement votre regard sur le film, mais ce qui m'a marqué, pareil, en voyant les images de making-of du film qui ont circulé très en amont, en voyant justement la scène de course-poursuite dans la rue avec les deux camions qui se poursuivent au début, là, une des premières grosses scènes d'action. Bon, celle-là, elle a été vachement marketée comme étant voilà, le retour de Spider-Man aux vraies cascades, aux patati patata. La facture technique de ce truc-là dans le film, tu te dis, mais c'est filmé en écran vert, enfin, tu vois, c'est du numérique partout, et tu ne comprends même pas pourquoi ils ont tourné ça en fait dans une vraie rue, quoi. Il y a un truc où ça passe par tellement de filtres, par une telle moulinette d'effets spéciaux visuels mal fagotés, que du coup même ce qui est censé faire la particularité de Spider-Man, qui est que en effet c'est un héros à hauteur d'homme, c'est quelqu'un qui se promène dans la rue, qui est vraiment lié intimement à la ville dans laquelle il sévit entre guillemets, que du coup à chaque fois que ça se passe entre guillemets dans New York, d'ailleurs les plans de New York dans le générique font plus vrai que n'importe quel plan dans la ville que tu vois dans le film avant. Et c'est aussi symptomatique, je trouve, de la faiblesse quand même de ces films-là qui n'arrivent jamais à transformer l'essai de leur note d'intention. Mais ça, moi, je trouve qu'il y a une piste esthétique qui est intéressante quand même, qui est ouverte par ce film-là. C'est-à-dire que je pense que le Spider-Man, en tant que personnage, qui du coup va être un personnage un peu caoutchouc et qui peut faire beaucoup de choses et qui est vraiment malléable et qui est pas un personnage de pure force, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai problème de la représentation de la force brute, typiquement Hulk. Je trouve que c'est toujours smash. Voilà, il casse des trucs et en fait tu dis bah comme tout a l'air d'être en carton quelque part, c'est pas très grave. Là, je trouve que Spider-Man il peut faire beaucoup de trucs et moi j'aime bien justement cette idée en fait j'ai presque envie de leur dire aller au bout du truc numériquement, c'est-à-dire faites des trucs que numériquement on n'a jamais vu. Je parlais du plan où il est à l'envers, mais en fait moi j'aurais préféré voir beaucoup plus de choses comme ça où la caméra se renverse, où tu vois des trucs de manière beaucoup plus fun, tu vois. Bien sûr, mais ce que finalement pas garder cette espèce d'impression de facture pratique, parce qu'en fait les effets pratiques ils sont plus là, bon tant pis, et c'est pas très grave. Et on n'est pas là pour ça. Non, c'est ça. Moi j'ai passé le stade de m'en foutre. Juste maintenant il va falloir passer dans le truc suivant de représenter les choses de manière irréaliste. D'ailleurs les effets en soi n'ont aucun intérêt de la manière dont ils sont faits, tant qu'ils racontent. Tout dépend de ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que quand tu regardes, du coup, j'ai revu dans la foulée Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais c'est incomparable. Enfin, c'est-à-dire que à la fois en termes de facture technique numérique, il y a vraiment des moments où tu te dis mais c'est 1000 fois mieux fait que ce film-là, et à la fois en termes d'incarnation de la ville et des différents moments, on va dire, de vol, de swing entre guillemets entre les immeubles, et là où le film amorçait quelque chose d'intéressant en se référant aux jeux vidéo, je trouve au début là des jeux Insomniac, les jeux Insomniac ils partent complètement en couille, c'est-à-dire que c'est vraiment il y a une surenchère de bordel et de chaos. Mais en ça ils respectent probablement beaucoup plus la licence, tu vois, des comics que ce qu'on fait, et de ce que disait Valentin, de se permettre des trucs en jeu vidéo. Tu peux te permettre des hordes de gars qui te tombent dessus de partout, qui sont réplicables et qui du coup
créer un vrai effet de chaos marrant où tu peux foutre le bordel dans la ville et qui donne quelque chose de très jouissif à ça. Et ils exploitent pas du tout ce filon-là et c'est dommage, oui. Je voulais juste dire, vous voulez voir, c'est quoi le film que vous avez vu à Cannes qui avait des effets spéciaux atroces? Hope. Vous voulez voir ça dans Spider-Man? Non. Valentin dit... En vrai, moi je me souviens d'avoir joué justement au jeu vidéo Spider-Man et elle me bat avec Mysterio dans l'espace, tu vois, ce qui n'a pas de sens. Et en vrai, j'ai un peu envie qu'ils aillent plus loin. C'est typiquement sur une licence comme Spider-Man, j'ai envie qu'il se passe qu'il y ait du sbeul, quoi. Et typiquement ce que tu dis sur le beat demo, en fait, je trouve que c'est intéressant, en fait, le côté de faites des adversaires où il y a une foule, où c'est vraiment le bordel. En fait, ce qui est chiant, je trouve, avec les films Marvel, notamment, c'est cette espèce de question fondamentale de l'univers va être détruit. À chaque film, l'univers va être détruit. En fait, détruisez-le vraiment. Enfin, allez au bout du truc, puisque de toute façon on verra aucun corps, aucun mort, il n'y aura aucune conséquence. Faites un truc fun, quoi. Oui, puis, surtout en fait, il se trouve que pendant ces vacances, on a montré à mon neveu Cross de Spider-Verse de Phil Lord et Chris Miller. Si vous voulez voir du Spider-Man, faut voir ça, les gars. Enfin, tu vois, c'est eux qui ont compris comment il fallait faire du Spider-Man, tu vois. Et même, je dirais, c'est eux qui ont compris comment est-ce qu'il fallait adapter des comics. Alors que maintenant, je t'avoue que quand tu vois ça, je comprends même plus l'intérêt de faire du live, en fait. Je trouve ça, pour moi, c'est nul, ça a plus aucun intérêt. Et donc comparativement, en tout cas, avec, tu vois, une vraie recherche graphique, une patte, un truc, ok, c'est comme ça qu'on doit adapter des comics, à mon sens en tout cas. Donc ou les faire, en fait, vu que les effets numériques, je suis d'accord avec toi Valentin, en fait là on est à un stade du cinéma même de genre en tout cas qui nécessite des effets spéciaux comme ça, où on est tellement allé loin, rien ne sera aussi bien que Pirates des Caraïbes a pu l'être, d'un point de vue numérique, j'ai l'impression, d'un point de vue réaliste, effets pratiques, Nolan fait ce qu'il peut faire de plus avec le maximum du budget. Moi j'avoue ça m'ennuie un peu, mais c'est intéressant dans ce qu'il fait, et dans The Dark Knight c'était incroyable. Moi je me demande s'il faut pas juste ramener les super-héros, si c'est pas de l'animation effectivement, à une forme de soit d'absurde, donc effectivement on fait Hope de Naunjing, merci, soit on fait pour moi le meilleur Marvel, après je sais que c'est controversé, mais Captain America 2 The Winter Soldier, c'est-à-dire tu fais un film qui n'a pas d'effets spéciaux, pas d'effets, des effets spéciaux évidemment, mais pas de supernaturel, genre il est hyper fort, ok, mais le film c'est un film d'action policier chelou, c'est un film c'est un pur série B rip-off absolu des 3 jours du Condor. Oui, c'est une série B polar des années 70. Voilà, et ça, et en vrai c'est fun, et donc soit on fait des films de genre où on choisit un genre spécifique, on met dedans 1 voire 2 super-héros et on se calme, soit on fait n'importe quoi. Mais on en a déjà parlé plein de fois. Et pourquoi mettre des super-héros à ce stade? On en a plus rien à foutre, tu vois. Pour avoir des gros budgets et donner, j'en sais rien. Mais c'est bidon. Parce que les gens croient plus en Dieu, Laurent. Donc va falloir répondre à un besoin. Et c'est pour ça que Gilgamesh. Ce que je veux dire, c'est qu'on en a déjà, je crois qu'on a eu la conversation avec Félix plein de fois sur ce sujet-là, le sujet du photoréalisme et de l'histoire de l'art et de comment tu dépasses la frontière technologique qui finalement rejoint la réalité. En fait, effectivement, il va falloir avoir des idées, quoi. Après, la question c'est toujours la même, c'est est-ce que tu peux avoir des idées dans un système financier tel que celui-là? On est que Dieu nous préserve d'avoir des idées quand même. On est oui, je sais bien, mais après, je pense qu'il y a des ouvertures possibles. Et typiquement, ce film-là, moi, je le déteste pas, ce qui est, de mon point de vue, un progrès. C'est-à-dire que, par exemple, non mais le fait que, par exemple, il fasse quand même confiance à un duo qui est quand même éminemment sympathique et que ils aient autant d'agentivité dans le film, je pense, dans le processus créatif, c'est bien. Tu vois, genre Tom Holland, vraiment, je pense qu'il fait ce qu'il a envie de faire de Spider-Man. Et ça, c'est cool. Alors, Tom Holland fait ce qu'il veut faire avec Sony, de manière générale. Il y a Matt Damon a dit que c'était le chef de Sony. Genre, il l'a décrit comme ça, et il a dit que quand Chris Nolan voulait leur projeter l'Odyssée pour leur montrer Laurence d'Arabie pour leur montrer ce qu'il voulait faire avec l'Odyssée, et qu'il arrivait pas à trouver la copie originale, enfin il pouvait avoir un Blu-ray mais juste c'est Chris Nolan, il voulait le truc ultime, et du coup Tom Holland il est allé toquer chez Amy Pascal, la CEO de Sony, et lui a dit bonjour, j'aimerais la copie originale de Laurence d'Arabie et j'aimerais qu'on la projette chez Sony dans la meilleure salle. Elle a dit bah oui, fais ce que tu veux, et du coup il a ramené toute l'équipe de l'Odyssée alors que c'est un film de concurrent, c'est Universal, et voilà, désolé pour le fun fact mais je trouve que c'est quand même rigolo. Mais non, mais c'est un point important parce que je pense qu'effectivement typiquement sur moi, vous êtes certainement plus expert que moi du sujet parce que moi l'industrie je suis pas trop leur structure et leur actualité, mais de fait Spider-Man n'est pas totalement Marvel, il est pas totalement Disney, il est distribué par Sony, il y a un accord entre les deux pour exploiter la licence régulièrement, ce qui amène à devoir régulièrement se poser la question de comment tu enchaînes, comment tu construis, et donc il y a une dette vis-à-vis de Marvel, vis-à-vis de l'univers étendu dont on a parlé, mais il y a aussi quand même la patte de Sony à un moment, et ce schéma-là fait que peut-être que le film n'est pas exactement ce qu'il aurait pu être dans un monde horrible où c'est que Disney qui a la manœuvre. Ça aurait pu être pire, on peut toujours être pire. Et on a vu ces mots très encourageants, on va clore peut-être cet épisode dédié. Tu sais, on fait des listes Letterboxd avec nos focus et les films qu'on cite pendant les focus. Ouais. Là, aujourd'hui sur Spider-Man, on a cité donc à l'instant Make to My Love Intermezzo, il a dit. On a cité Les 3 jours du Condor, l'Odyssée et Laurence d'Arabie.
Et tu sais quoi, je pense que c'est une liste Letterboxd parfaite. Ouais, c'est un vrai bon Camoulox. J'en profite pour du coup faire un petit point sur les épisodes qui viennent, puisqu'on commence un peu à avoir de la visibilité sur les films dont on veut vous parler. On va non seulement vous parler de la comédie française, je crois que ça va faire partie des prochains épisodes. On essayera de faire un épisode sur Un grand raccourci ainsi que sur la fin de Hawk Street de David Robert Mitchell. À l'occasion de la sortie en salle de Fjord, on rediffusera l'extrait canois. Également pour L'inconnu d'Arthur Harari qui sort la semaine du 26 août, on rediffusera également le débat qu'on a eu à Cannes. Donc bref, il y a plein de belles choses qui nous attendent à l'horizon sur ce mois d'août, parce que finalement on n'a pas envie de partir en vacances. Et aussi, moi je fais du lobbying, j'espère que je suis pas la seule à vouloir voir La purge du sexe. À savoir. Moi je suis là pour ça. Moi je suis grave chaud, ça. Yuri, tu vois de quoi on parle ou tu... Oui, je vois très bien de quoi vous parlez. J'ai lu les premiers retours qui sont catastrophiques. Oui, bah justement, c'est d'autant plus pour ça que je veux le voir. Le film où on n'a pas le droit de faire l'amour hors mariage sauf une nuit par an. Et du coup, il n'y a pas de cul dans le film, visiblement. Apparemment, ils ont enlevé certaines scènes de cul. C'est un film avec Monsieur Dua Lipa et Monica Barbaro. Ça s'appelle Seulement une nuit, One Night Only, un truc comme ça. Et ben peut-être qu'on vous fera un épisode. Ça sera peut-être juste moi, les amis, mais je serai là. La purge du sexe, on sera là aussi. Et sur ce, bonnes vacances, profitez bien quoi.